méthode classique des historiens, c'est de se précipiter sur les archives. Or, il y avait vraiment très peu de choses sur les archives. Retrouver des témoins, et ça a été vraiment très compliqué. Et puis après, de voir qui a écrit sur le sujet. Alors, très peu d'archives, et je me suis rendu compte que si je voulais traiter du sujet, il fallait que je regarde les archives françaises, mais également les archives belges, puisque c'était une question transfrontalière. Il fallait que je retrouve des témoins, mais bon, le temps avait passé et c'était pas sûr que j'en retrouve. Et puis bon, j'ai commencé à taper aux portes des caravanes. Et j'ai rencontré Antoine Lagrenet. Il n'avait pas 13 ans quand il a été arrêté. Et Joséphine Lagrenet, sa tante, qui avait 15 ans quand ils ont été arrêtés. Donc ils ont été arrêtés à une dizaine de kilomètres de chez moi, en fait. Et alors Antoine avait beaucoup de mal à parler. Il n'avait jamais parlé, il n'avait jamais témoigné, y compris à sa propre famille. Il n'en avait même jamais discuté avec sa mère, qui elle aussi a été arrêtée, était à Auschwitz. Il n'en parlait pas. C'était le silence. Et Joséphine non plus, n'en parlait pas. Et puis bon, c'est un phénomène qui est inhérent aux déportés. C'est dur de parler de l'incroyable, de l'inconcevable, de l'inimaginable. Les gens ne peuvent pas comprendre. Et Antoine me disait, mais ils ne peuvent pas comprendre. Donc, et moi, j'avais un peu creusé le sujet. Donc, on pouvait parler des mêmes choses. Même moi, je suis à l'extérieur du camp, quand je parle du camp. Lui était dedans. Et Antoine, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Et très futé, très pertinent. Il repérait les choses. En plus, c'est quelqu'un qui est né à Francfort-sur-le-Main en Allemagne, donc il n'a pas de haine vis-à-vis des Allemands. Donc il n'est pas dans une réalité noire et blanche. Et c'est quelqu'un aussi qui a été pris en charge à Buchenwald, dans son bloc, pris en charge par les adultes, et il y avait des figures masculines très fortes qui l'ont aidé. Et donc, il s'est construit à Buchenwald. Il a continué sa scolarité à Buchenwald aussi, avec des résistants. Il y avait un maître d'école. Alors, Joséphine, elle, est beaucoup plus... C'était plus difficile avec Joséphine, j'ai envie de dire plus abîmée. Parce qu'elle n'a pas bénéficié, comme Antoine, des solidarités dans le camp, dans les camps. Elle était à Ravensbrück. Elle était dans des commandos de travail dépendants de Ravensbrück, mais là il y avait une telle concurrence, loi de la jungle qui régnait, qu'elle avait un grand sentiment de solitude. Et quand le camp, elle était à la fin à Bergen-Belsen, quand le camp de Bergen-Belsen a été libéré, elle était allongée par terre sans couverture, comme c'est un mouroir, Bergen-Belsen. Et elle a eu la force de se soulever à peine quand les autres lui ont dit « ils arrivent ». Et après, elle est restée 3 mois à l'hôpital en Allemagne, elle était intransportable. Alors c'est un itinéraire complètement différent de celui d'Antoine. Antoine, lui, a quitté Auschwitz la veille, le lendemain de la liquidation du camp des familles. Il a échappé. En une nuit, ils ont gazé à peu près 3000 tziganes. Et donc Antoine était sur le départ, il était inscrit pour partir à Buchenwald. Donc là, c'est l'histoire avec lui d'un camp où les politiques avaient pris le contrôle. Tandis que Joséphine, elle, m'a parlé de Ravensbrück et des conditions dans tous les camps de travail où elle déchargeait des péniches, elle travaillait pour la fabrication des Panzerfäuste, les grenades à main, manipulant des produits chimiques très toxiques, parlant des bombardements. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que les tziganes, j'emploie volontairement le mot tzigane par rapport aux Allemands qui les définissaient en tant que tziganes. La définition peut être amendée. Mais donc, Joséphine,
comme d'autres, étaient affectés à des tâches particulièrement difficiles, n'ayant pas de qualification technique. Donc, certains hommes, j'en ai recensé 22, qui étaient au camp de Dora pour la fabrication des V1 et V2, et d'autres commandos extérieurs, ils étaient affectés à du terrassement, du gros œuvre. Joséphine, elle, c'était des tâches très physiques, très, très pénibles, et elle avait 15-16 ans, quoi. Elle était... Et j'avais besoin aussi de cet itinéraire sur Ravensbrück, les camps de travail. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue masculin et un point de vue féminin. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que les Allemands utilisaient la main-d'œuvre au gré des besoins de l'industrie. Il y avait par exemple à Buchenwald un service qui s'appelait le Arbeitsstatistik, le pôle emploi de l'époque, un pôle emploi pour la France, voilà. Et les entreprises disaient il nous en faut autant de qualifiés, autant de non qualifiés. Et il y avait comme ça une ventilation des nouveaux arrivants vers les camps, vers les usines. Siemens, par exemple, avait une entreprise juste à côté de Ravensbrück. Et toute l'industrie allemande faisait travailler les déportés et les tziganes. Il y a deux types d'arrestations, on va dire. Côté français, à partir d'avril 1940, avant même l'invasion allemande, ceux que la République française appelait les nomades, ceux-là n'avaient plus le droit de voyager. Donc Antoine m'a dit, bah oui, on a vendu la roulotte, on a vendu les chevaux, on est remonté dans le nord, donc ils se sont sédentarisés. À Roubaix, à côté de Lille, il y a eu comme ça près de 70 arrestations parce qu'ils étaient sédentarisés, puis tous regroupés dans le même quartier. Donc c'était très facile de les trouver. Il y a ceux qui continuaient quand même à voyager, mais qui étaient repérés, qui se cachaient, qui étaient repérables, même s'ils voyageaient en bande, ayant l'illusion que ça ferait leur force. C'est un Belge, un jeune Belge, Jan Jors, qui a écrit sur la guerre et la façon dont ils ont vécu la guerre. Donc il y avait ces deux scénarios, les sédentarisés puis ceux qui voyageaient. Mais ceux qui voyageaient étaient visibles. Côté belge, il y a ceux qui n'avaient plus le droit d'être le long de la côte, vers Anvers et toute la côte pour des raisons stratégiques, qui s'étaient donc repliés à l'intérieur, mais qui avaient été... ils vivaient sous le régime de la feuille de route, mais ils avaient en plus la Zigeunerkarte ou carte de nomade, et ils étaient repérés, ils avaient été bloqués sur place, là où ils étaient. Alors, ils ont donc été arrêtés à l'automne 1943. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des familles allemandes qui sont passées de l'autre côté de la frontière, à Maaseik, à Selt, ça c'est la famille Keck-Elster, et les autres voulaient s'éloigner de l'épicentre, j'ai envie de dire, de la décision. Donc ils étaient beaucoup plus vers la frontière, vers Tournai, et de l'autre côté de la frontière, espérant échapper. Mais la décision a été prise pour le Reich. Donc, décembre 1942, la décision de tous les arrêter et de les mettre dans un camp est prise, donc décembre 1942. Ça, c'est pour le Reich. Et après, mars 1943, il y a décision étendue à la Belgique et aux Pays-Bas. Mais Belgique, ça veut dire zone rattachée à Bruxelles. Ce qui fait qu'ils ont été arrêtés. Et il y a quand même un temps de retard entre la décision de mars 1943 et l'automne 1943. Moi, je pense que les Allemands étaient quand même très préoccupés par les arrestations des Juifs, qui étaient quand même la grande affaire du Reich, de l'idéologie du Reich. La résistance aussi, qui commençait à prendre de l'ampleur en 1943. 1942, c'est l'année de tous les dangers. 1943, la résistance commence à vraiment être de plus en plus active et à se structurer. Donc les arrestations arrivent vers l'automne 1943 jusqu'à limite janvier 1944. Là, on ne sait
pas. Il y a une liste de tziganes qui a été établie à la caserne d'Aussin, à Malines. Il y a 19 feuillets avec 351 noms. En fait, ils sont 352. Et les dates sont peut-être pas celles vraiment de l'arrivée à la caserne d'Aussin. Alors, une fois qu'ils s'y trouvent, ils sont parqués dans deux grandes salles avec des paillasses qui ne sont jamais changées, des gens qui arrivent et qui pendant 3 mois vont vivre avec les mêmes vêtements, les tinettes qui débordent. Et même, il y a des témoignages disant qu'on les faisait descendre pour qu'ils se promènent, etc. Et il y a un témoignage qui dit que même ils étaient lavés au jet d'eau. Donc il y a un régime à la caserne d'Aussin inférieur à celui des Juifs. Parce que les Juifs pouvaient avoir par moments des colis par les familles ou par la Croix-Rouge, mais pas les tziganes, pas les nomades. Donc il y a vraiment un régime très, très différent pour les tziganes qui sont parqués là dans ces 2 salles. Alors, peu de documentation parce que, et ça je l'ai remarqué, peu de documentation en France. Moi, j'ai été très, très impressionnée par l'aspect complètement lacunaire des archives pour le Nord-Pas-de-Calais. Les archivistes n'ont peut-être pas jugé bon de tout garder, de pas jugé bon de garder les carnets anthropométriques. Les Allemands ont détruit beaucoup de choses aussi. Les premiers négationnistes de l'histoire, ce sont les Allemands. Donc il y a toute une partie des archives de la grande prison de Los-les-Lilles, une partie qui a disparu. En Belgique, il y a des choses, alors heureusement, il y a eu Marie-Cécile de Dorlodo, qui était chargée de mission en Allemagne pour la Belgique et qui a reconstitué les dossiers à partir des camps. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les gens du voyage, les voyageurs, les nomades, les tziganes, passent, s'en vont, et on ne se pose pas de la question pourquoi ils sont partis, qu'est-ce qui était devenu d'eux. Ce ne sont pas des gens qui sont insérés dans le tissu social, qui ont pignon sur rue, qui ont noué des liens avec la population. Donc on trouve très peu de choses, on n'a pas besoin de renseigner. Et même on le voit pour les monuments aux morts. Parce que sur quel monument aux morts, dans quelle ville, inscrire leur nom? Et ça, c'est aussi un problème de mémoire. Alors, donc Marie-Cécile de Dorlodo a réuni beaucoup de choses et il y a toutes les archives à Dossin. Et j'ai beaucoup travaillé avec Laurence Schramm, vraiment que je remercie. Et elle a écrit l'histoire de la caserne d'Aussin. Donc il fallait réunir tout ce qu'il y avait en amont et après voir ce qu'il y avait en aval. Donc moi, mon souci, c'était aussi de faire une monographie et de documenter le plus possible l'itinéraire des gens. Et à partir des témoignages extérieurs, à partir des gadgets aussi, qui avaient fréquenté dans les camps. Mais c'est un travail de longue haleine. Et il faut voir aussi que, heureusement, maintenant, il y a des équipes de chercheurs. À la fois en France, il y a Henriette Asseo, mais il y a aussi des jeunes chercheurs qui prennent la relève. Et là, on est en train de constituer vraiment cette équipe. Et au niveau allemand, et donc européen, il y a Carola Finks et le centre d'Heidelberg en train de restructurer, de structurer le groupe de chercheurs. Et là, on s'aperçoit finalement qu'il y a quand même des témoignages, et des témoignages au moment des faits, et au lendemain, à la libération des camps. Donc le gros travail, c'est de constituer une base de données, en fait, pour documenter pays par pays ce qui s'est passé, parce que aucun pays, à la limite, n'avait la même politique. Alors, chez nous, donc moi, Nord-Pas-de-Calais et Belgique, la politique, c'est de suivre ce qui avait été fait avant. Il y avait une catégorisation, une stigmatisation. Côté français, bon, il y a eu beaucoup de
de recensement de nomades. Ça a débouché sur la loi de 1912 avec les carnets anthropométriques personnels et de circulation et une plaque pour les voitures. Donc là, on ne risquait pas de les louper. Et puis en Belgique, le système Bertillon, qui est le système français, a fait des petits dans toute l'Europe. Et la Belgique s'est calée aussi sur la mise en fiche des nomades, des tziganes. Et donc, ils étaient repérés de partout, et quand ils passaient, on le savait. Alors, parce qu'en Belgique, vous avez un registre de population pour la population permanente sédentaire. Après, il y a ceux, ça c'était autrefois, mais pendant la guerre, il y a ceux qui passaient, puis après, il y avait les nomades étrangers. Et les nomades étrangers dont la Belgique cherchait à se débarrasser. La France n'en voulait pas. L'Allemagne n'en voulait pas. Il y a toute une famille, la famille Modis, qui venait de Norvège. Et la Norvège a dit « Ah ben, on n'en veut pas parce qu'ils n'ont pas remis les pieds depuis plus de 10 ans chez nous, donc ils ont perdu la nationalité norvégienne. » Donc j'ai envie de dire, vulgairement parlant, tout le monde se les refilait comme une patate chaude, quoi. C'était vraiment ça. Tout le monde cherchait à s'en débarrasser. Ce que je retiens, ce que j'ai retenu, c'est que il y a des citoyens, mais il y en a, c'est Coluche qui disait, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Voilà. Donc, il y a des citoyens, mais qui n'ont pas les mêmes droits. Le carnet anthropométrique en France n'existe plus depuis 1969. Et le carnet collectif depuis 2015. Belgique, c'est à peu près la même chose. Je crois que je me demande si c'est pas 75, la feuille de route. Enfin là, j'ai plus en tête les chiffres, mais ça veut dire que, par exemple, en France, les nomades ont eu droit à avoir une carte d'identité comme n'importe quel citoyen français en 1969 seulement. Et ce que je retiens aussi, c'est que les préjugés qui ont perduré ont encore la vie très très dure maintenant. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut d'abord passer par la connaissance précise, savoir de quoi on parle, connaître, faire reconnaître, parce que moi je suis spécialisée un peu dans ma bulle, mais je vais beaucoup dans les écoles, les lycées aussi. En France, on a un concours de la résistance et de la déportation, donc quand il y a une thématique précise, moi je dis toujours attention. Oui, là, on peut rajouter une petite case pour les tziganes, parce que telle législation peut également s'appliquer aux tziganes. Donc, ne les oubliez pas. Mais ça, c'est récent quand même. Et puis, faire prendre conscience aux adultes et puis aux jeunes, quoi. C'est ça, parce que il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, en France, en région parisienne, il y a eu ce qu'on peut appeler une tentative de pogrom, alimentée par des rumeurs véhiculées par des réseaux sociaux, où la police est intervenue pour qu'il n'y ait pas de pogrom. Donc ça veut dire qu'un siècle après des caricatures qu'on trouvait dans le petit journal illustré, on retrouve exactement les mêmes choses. Les bohémiens qui enlèvent les enfants, là maintenant sont des Roms qui enlèvent les enfants. Donc je ne vais pas dire que tout est encore à faire, mais les préjugés ont vraiment la vie très très dure. C'est Brecht qui disait que le ventre d'où est sorti la bête immonde est encore fécond. Et quand on voit la montée des populismes en Europe, quand on voit le regain de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme, d'antiziganisme, et c'est aussi contre les musulmans, il y a du souci à se faire, quoi. Donc là, je crois que c'est un travail de longue haleine et c'est pas fini.